Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, Le Réveil des Fans.com. A long time ago, in a galaxy far, far away. There has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 106e édition enregistrée le 9 juillet 2015. J'ai eu la chance d'avoir un entretien tête-à-tête avec l'artiste française prolifique Magali Villeneuve, qui est très connue pour ses illustrations que vous avez probablement croisées si vous êtes fan de Magic the Gathering, Game of Thrones, Lord of the Rings et bien entendu Star Wars. Sans plus attendre, voici l'entrevue. En presque 9 ans en tant qu'artiste professionnel, notre invité a eu la chance de travailler pour des propriétés intellectuelles et univers très connus tels que Magic the Gathering, Le Seigneur des Anneaux, Trône de Fer et aussi Star Wars. Mais en plus d'être une talentueuse illustratrice, elle est aussi co-auteure de la série fantastique La Dernière Terre. Magali Villeneuve, bienvenue à Star Wars en direct. Bonjour à tous. Avant d'aller plus en détail sur tes œuvres Star Wars, j'aimerais en savoir un peu plus sur ta carrière et comment tu as commencé à faire de l'illustration, et puis aussi spécialement dans un pays où l'art classique est encore très présent dans la culture. En fait, comme tu l'as dit, ça fait à peu près 9 ans que je fais ce métier. Donc il y a 9 ans, au tout début de ma carrière, j'ai commencé par faire des couvertures de livres dans mon pays exclusivement, pour des toutes petites maisons d'édition, parce que bien évidemment, quand on arrive sur le marché, personne ne nous attend particulièrement, donc il faut faire ses preuves, il faut se faire connaître, donc on commence vraiment tout petit. Et donc par contre, c'était déjà des maisons d'édition, de l'imaginaire, du fantastique, voilà, j'ai jamais dérogé à ces genres-là. Ça a duré quelques années comme ça. En fait, avant que je rentre chez Fantasy Flight Games, qui m'ont donné pour la première fois ma chance vraiment outre-Atlantique, et qui ont vraiment été un vrai déclencheur pour ma carrière. Est-ce que le fait d'être spécialisé dans un univers comme le fantastique t'a aidé à te démarquer des autres artistes français? Disons que c'est vrai que là aussi, comme tu le disais dans ta question, les univers imaginaires, le fantastique, c'est compliqué en France, parce que en effet notre culture artistique est très classique, et encore aujourd'hui, même si on sent il y a des progrès grâce à des œuvres majeures, ou en tout cas majoritairement reconnues, comme Le Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer, les gens commencent un petit peu à s'ouvrir à ça, mais ça reste compliqué, et pour une bonne partie du public, ça reste des univers pour adolescents ou grands adolescents attardés. Je suis la première à le déplorer, mais malheureusement c'est comme ça. Et de fait, c'est vrai que les maisons d'édition, notamment de l'imaginaire en France, c'est pas qu'elles sont pas nombreuses, c'est qu'elles ont beaucoup de difficultés à survivre, parce que voilà, le lecteur potentiel est pas si nombreux que ça. Et mon cas, alors c'est mon expérience personnelle, je la généralise pas à tous les autres artistes, à tous mes autres homologues, on va dire, mais je sais que je n'aurais pas fait carrière, j'aurais pas pu prétendre en vivre si j'avais dû me contenter du milieu français. C'est assez compliqué.
Justement, à partir de quel moment tu t'es dit que tu pouvais vivre en faisant uniquement de l'illustration à temps plein? C'est vraiment à cette période de transition charnière quand je suis entrée chez Fantasy Flight Games. Et donc là, voilà, je m'extrayais déjà du milieu français, parce qu'en plus, j'ajoute que j'ai eu du mal à me faire connaître dans mon pays avant d'être connue aux États-Unis. C'est à partir du moment où je me suis démarquée outre-Atlantique que j'ai été plus facilement remarquée par les maisons d'édition, maisons d'édition françaises. Et c'est grâce à Fantasy Flight Games que concrètement, pécuniairement, j'ai eu suffisamment de travail de façon très régulière pour avoir un revenu par rapport à ça. Comment décrirais-tu ton style d'illustration pour ceux qui ne te connaissent pas? Comment décrirais-tu ton style? Alors, je dirais du réalisme onirique, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un style qui est relativement réaliste, très axé en plus sur les personnages, les costumes, mais avec quand même, j'ai pas non plus envie de trop basculer vers le photoréalisme total. Donc j'essaye d'habiller ça avec une gamme de couleurs très particulière, très onirique là pour le coup. Et puis d'essayer de garder au maximum des physionomies un peu plus éthérées que le strict réalisme. Voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré justement et comment leurs œuvres ont influencé ton propre style? Alors, dans vraiment les artistes illustrateurs qui me sont contemporains, je cite assez volontiers des gens comme Michael Komark, qui est lui aussi artiste pour Magic, qui se fait également connaître par le Trône de Fer et tout ça. Lui, il est vraiment quasi photoréaliste pour le coup. Mais parce que lui, voilà, il a une force dans sa composition, dans ses lumières que je trouve remarquables. En cela aussi, j'admire beaucoup Chase Stone pour des qualités relativement similaires. Je me rends compte que de manière générale, je suis plus influencée par les artistes masculins. Ensuite, pour des influences un petit peu plus anciennes et classiques, j'aime beaucoup les peintres italiens, notamment les caravagistes, pour leur sens du clair-obscur, de la composition très dramatique. Et j'aime beaucoup aussi les pré-raphaélites, là pour une raison un peu différente, c'est-à-dire c'est la représentation de l'humain, la délicatesse de cette représentation, la sophistication aussi des costumes, voilà. Je crois que entre ces influences classiques-là et puis cette vague d'illustration avec ces illustrateurs plus modernes, je pense que voilà, ça englobe un petit peu tout ce que j'essaye de retranscrire dans mes illustrations à moi, avec mes capacité à moi. Ouais, c'est une bonne, quand même une bonne fusion des styles, je trouve, par rapport à ce que tu viens de me dire. Là, en effet, les ombres et lumières là, du caravagisme et les vêtements, c'était quelque chose que je trouvais de particulier. Je fais un peu d'illustration, mais la chose qui est le plus difficile pour moi, justement, c'est les personnages et les vêtements, etc. Donc, j'avoue que j'apprécie énormément ce côté-là et puis, j'apprécie aussi qu'on le remarque, parce que c'est vrai que je me souviens encore quand j'étais adolescente, où là, je dessinais vraiment pour le plaisir. On me disait souvent, oui, mais tu sais, il faut que tu dessines un petit peu autre chose que des personnages. Si tu veux devenir illustratrice, tu peux pas te concentrer sur une seule chose. Et comme j'étais très têtue, j'écoutais pas ce qu'on me disait. Mais à l'heure actuelle, je me félicite plutôt de pas avoir écouté, parce que je sais que à présent c'est ma force, ça. Alors j'ai des faiblesses par ailleurs, comme tout le monde. J'ai plus de difficultés avec la composition même de mes pièces, avec les décors, des choses comme ça. C'est des choses qui me sont moins naturelles, mais 99% du temps, je me rends bien compte dans les commandes qu'on me passe qu'on attend de moi de faire des beaux personnages avec des beaux costumes et des personnages expressifs, charismatiques, voilà. Donc c'est là que l'entêtement a du bon. Parlais de Fantasy Flight Games tout à l'heure comme étant
ton premier gros contrat, mais comment as-tu déniché justement ces premiers contrats avec Del Rey, Random House, Wizard of the Coast et Fantasy Flight Game? Eh ben, en fait, alors pour Fantasy Flight Game, je m'en souviens très précisément, j'étais dans une librairie et il y avait un artbook qui rassemblait tout un tas de dessins du Trône de Fer. Alors c'était des dessins vraiment de tous horizons parce qu'il y avait aussi du fan art. Et puis il y avait surtout grande majorité d'illustrations estampillées Fantasy Flight Games. Et à l'époque, je ne connaissais absolument pas cette compagnie parce que je n'avais même pas eu l'idée de me diriger vers les compagnies qui faisaient du jeu, de cartes, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais enfin voilà, c'était comme ça, j'étais très axée sur la couverture de livres et je me suis dit, bon, ça vaudrait peut-être quand même le coup d'essayer parce que quand je voyais les illustrations, je me sentais capable de faire ça. Et puis là, surtout, voilà, c'était le Trône de Fer. Moi, cette série, je rêvais de pouvoir dessiner pour cette série depuis que j'avais eu le souhait d'être illustratrice. Alors, sans y croire, hein, je me disais, vas-y, rêve toujours, mais c'est bon de rêver. Donc, je me suis dit, allez, je tente le coup. J'ai formé un petit portfolio que j'ai envoyé à la direction artistique. Et 2 jours plus tard, on me disait, est-ce que tu veux essayer de travailler sur le Trône de Fer? Voilà, c'était formidable. Mais ensuite, c'est mon travail. J'ai travaillé donc assez longtemps et de façon très intensive pour Fantasy Flight Games. D'abord sur le Trône de Fer, ensuite sur Warhammer. Ensuite, ils ont créé le jeu du Seigneur des Anneaux et donc là, j'ai fait partie de la première équipe d'illustrateurs qui ont défriché le style du jeu. Et j'ai aussi fait partie du premier groupe d'illustrateurs à travailler sur Star Wars. Et à mon compteur, chez Fantasy Flight Games, j'ai des centaines d'illustrations, ça se compte vraiment en centaines d'illustrations. Et donc, ça a commencé à être pas mal diffusé sur Internet. Et en réalité, c'est comme ça que j'ai été remarquée par Random House, Del Rey et tout ça. Pour Wizard of the Coast, c'est un petit peu différent, puisque là, à nouveau, c'est moi, quand je me suis sentie prête pour le coup, quand je me suis sentie au niveau, parce que le niveau pour Magic est assez relevé, j'ai à nouveau fait un portfolio que j'ai envoyé à Wizard of the Coast, et j'ai été prise là aussi immédiatement. Disons que ça aide énormément d'avoir j'ai travaillé pour Fantasy Flight Games et Del Rey, etc. C'est-à-dire que voilà, le travail entraîne le travail parce que le travail amène la visibilité. Moi, j'ai eu aussi beaucoup la chance chez Fantasy Flight Games de me voir assigner des choses importantes. Pour le Trône de Fer, des personnages emblématiques, même chose pour le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Et forcément, ce sont des dessins qui sont beaucoup plus diffusés parce qu'ils servent pour le marketing, ils servent pour l'image du jeu. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de me faire connaître et du grand public, mais aussi des professionnels. Et puis ça m'a aussi permis d'améliorer mon niveau, parce que tu verrais mon niveau d'il y a ne serait-ce que 4 ou 5 ans, c'était pas la même chose, quoi. Est-ce que tu modifies un peu ton style selon l'univers dans lequel tu travailles? Oui, un petit peu quand même, parce que un univers comme Star Wars est déjà très établi dans l'esthétique, dans ce que ça doit dégager, même la colorimétrie, et il s'agit pas d'arriver là et de faire un petit peu n'importe quoi. Il est évident que mon style pour Magic, qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus, coloré, c'est le meilleur terme que je peux trouver, ça irait beaucoup moins pour un univers comme Star Wars, qui est peut-être un petit peu plus... Je dis aseptisé parce que ça a ce côté science-fiction, donc un petit peu plus froid, un petit peu moins organique. Et donc oui, il faut... un petit peu désaturé, là. C'est ça, et puis il faut aussi se renseigner un minimum pour connaître l'esthétique des costumes, y compris quand on nous demande, comme ça a été le cas pour notamment le jeu de rôle Age of the Empire, on nous demande de créer des personnages, mais ce sont des personnages qui doivent malgré tout s'inscrire dans le bestiaire, et donc ils doivent ressembler au design qui a déjà été créé par ailleurs. Donc ça demande un esprit de synthèse pour créer quelque chose de nouveau dans un univers qui existe déjà de façon assez étendue. On va en reparler un petit peu plus tard de ça, justement. Est-ce qu'il y a des particularités à illustrer pour des jeux, en comparaison par exemple avec des couvertures de livres? Oui. En fait, sur une couverture de livre, il faut faire des généralités.
Il ne s'agit pas d'être très spécifique, ni dans ce qui se passe, ni dans ce qu'on représente, parce que j'ai toujours en tête qu'une couverture de livre n'est pas là pour tout dire du livre. Elle est là pour donner une ambiance, voilà, une atmosphère générale qui va peut-être attirer le lecteur vers l'ouvrage, alors que quand on illustre pour un jeu, notamment un jeu de cartes à collectionner, là, c'est évidemment très différent parce que c'est beaucoup plus spécifique, c'est beaucoup plus précis, notamment en fonction de la vocation de la carte, de son utilité dans le jeu. Il faut que l'illustration réponde à la mécanique. Et en fonction de la mécanique qu'on nous demande d'illustrer, là, pour le coup, il faut être très précis, avec une mise en scène très explicative, très significative. Là, pour le coup, il ne s'agit pas de partir dans un truc un peu générique. Voilà, c'est la vraie différence, c'est ça. Ok. Tu as créé beaucoup d'illustrations pour les franchises qui ont abouti au cinéma et à la télévision. Si je parle justement de Trône de Fer et Lord of the Ring. On remarque par exemple que pour la franchise Star Wars, les personnages sont basés sur les acteurs, contrairement à Trône de Fer et Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu trouves ça difficile de ne pas imaginer les acteurs quand tu élabores tes illustrations maintenant que sont très vus à la télévision et au cinéma? En réalité, à la base, c'est pas difficile parce que quand j'ai commencé sur le Trône de Fer ou le Seigneur des Anneaux, les films de Peter Jackson étaient déjà là et bien là. Mais pour le Trône de Fer, disons que j'ai commencé bien avant que la série, elle, commence et ait un tel succès. Donc nous, de toute façon, la directive qui nous était donnée depuis le début, c'est basez-vous sur les livres. Et pour le Seigneur des Anneaux, en particulier, oubliez, il ne faut pas que ça fasse Peter Jackson. Voilà. En réalité, pour le Seigneur des Anneaux, c'est relativement facile parce que je trouve que les descriptions de personnages de Tolkien étant relativement sommaires, ça laisse quand même la place à beaucoup d'interprétations. Partant de là, c'est vrai qu'un Aragorn, oui, on part du principe que c'est un gars un petit peu, voilà, l'aventurier, un peu barbu, avec les cheveux un peu longs, mais il y a 1001 façons de faire un barbu avec les cheveux un peu longs, quoi. Donc c'est vrai que c'était relativement simple. En réalité, c'était plus compliqué pour nos directeurs artistiques qui, eux, devaient guetter le moindre détail dans nos illustrations qui, peut-être malgré nous, auraient pu évoquer Peter Jackson. Je me souviens notamment, j'avais fait une illustration d'un nain dans la Moria et il y avait des détails, quoi, sur un mur, un motif un peu géométrique, qui avait une légère tendance à rappeler les motifs de la Moria du film. On ne peut pas faire quelque chose d'un petit peu plus classique, voilà. Mais, en gros, j'ai jamais éprouvé de réelles difficultés, mais pas plus sur le Trône de Fer. Par contre, là où c'est devenu compliqué, c'est quand le public, lui, a commencé à s'approprier la série télévisée et à regarder les illustrations et on commençait à nous dire oui, mais ton Jon Snow ressemble pas à Jon Snow. Je dis, bon, Jon Snow ne ressemble pas au Jon Snow de la série. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais après, nous, voilà, on se base sur les livres. Et voilà, les livres, bon, ben... En fait, ce que j'ai toujours tendance à répondre aux gens, c'est que les illustrateurs, comme les lecteurs, ont aussi leur propre imaginaire. Et je pense que d'aucuns liront les livres, auront tous une image différente en tête, en fonction des personnages. Et les illustrateurs ne dérogent pas à cette règle. Et c'est vrai que parfois, bon, ben, on peut voilà, avoir des interprétations qui vont un petit peu étonner plus ceux qui regardent la série que ceux qui lisent les livres, je pense. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est... À la fois, non, c'est pas difficile de s'extraire hein, des influences cinématographiques. Je pense que voilà, c'est plus pour les fans que parfois ça peut paraître un petit peu étrange l'interprétation qu'on peut en donner. Puis je comprends que pour Star Wars, étant donné que c'est une franchise qui a commencé au cinéma, on n'a pas vraiment le choix de garder l'image des acteurs. Et c'est pas toujours facile. Non, j'imagine. C'est pas toujours facile. C'est plus simple de partir d'un livre où on nous dit il faut pas que ça ressemble à la série et il faut pas que ça ressemble au film. Là, pour le coup, c'est mieux.
Par contre, quand on commence à vous dire « Ah oui, alors attention, Leia, il faut que ce soit Leia », et là, la difficulté est tout autre. J'imagine. C'est quoi ton processus de création, de la réception du devis du client jusqu'au produit final, et en moyenne, combien de temps mets-tu par œuvre? De façon classique, on reçoit donc nos assignations. Donc je fais un premier jet au crayon quand j'ai le temps, et directement au trait à la tablette quand j'ai moins de temps. Donc ça, c'est déjà à peu près entre 5 et 10 heures de travail. C'est pas le temps de fait de crayonner qui prend du temps, c'est de trouver le concept, voilà. Parce qu'en plus, moi j'ai tendance, alors chaque artiste procède différemment, il y a beaucoup d'artistes qui vont proposer plusieurs choses au directeur artistique. Moi j'ai tendance à garder les options, je les garde pour moi, et je garde toujours celle qui me semble la meilleure pour l'envoyer au directeur artistique, un peu dans un souci de simplifier la tâche à tout le monde. Voilà, c'est-à-dire essayer d'obtenir le meilleur concept possible. Et d'espérer que le directeur artistique ne choisisse pas celle que tu détestes le plus. Mais oui, il y a un petit peu ça, effectivement. Parce que je pense qu'il vaut mieux présenter le concept avec lequel on se sent le plus à l'aise que de donner un petit peu un choix et se dire pourvu qu'ils prennent pas celui-là. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est tout à fait. Exactement ça. Je connais cette tendance par mon métier aussi. Ça se sent, hein, ça s'invente pas de choses. Donc, après ton sketch et la première soumission, c'est quoi qui suit par la suite dans les étapes? Ensuite, l'étape suivante, c'est la validation ou non par le directeur artistique. Alors parfois, il demande de revoir à nouveau un crayonné intermédiaire. Plus souvent, on me dit, alors voilà, tu gardes ton crayonné tel quel, tu fais attention à tel détail quand tu vas travailler sur ta pièce finale, et tu peux y aller. Et donc là, commence la colorisation. Moi, je fais de la colorisation numérique, donc c'est tablette graphique et Photoshop depuis toujours. Et là, alors là, c'est là que ça prend le plus de temps, hein, évidemment. Donc ça peut aller entre 25 et 40 heures de peinture en fonction de la pièce, de sa complexité, puis du confort aussi que je ressens moi par rapport à la pièce en question, sachant que ça me prend beaucoup de temps parce que à la base, avant d'être professionnelle, j'étais une artiste traditionnelle. Je travaillais, je faisais de l'acrylique, je faisais de la peinture à l'huile, puis beaucoup de crayons, de fusains. Et j'ai transposé ma technique de peinture à la peinture numérique, ce qui fait que j'utilise très peu les effets automatiques de Photoshop. C'est vraiment de la peinture coup de brosse par coup de brosse. Alors forcément, c'est assez fastidieux, surtout que je travaille gros, quoi, sur des grosses résolutions. Et alors, c'est centimètre carré par centimètre carré de dessin. Alors, c'est aussi, entre guillemets, je le sais, hein, ce qui fait mon charme, parce que c'est des illustrations toujours très détaillées, tout ça. Mais c'est à mon détriment, parce que c'est affreusement fastidieux. Alors. Je comprends, ton dégradé, tu le fais avec beaucoup de transparence et coup par coup pour le... Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que je vais pas prendre, tu vois, le dégradé de Photoshop flou, comme ça, d'un coup. Non, je le fais à la main, quoi. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps. Justement, on parlait des étapes de création. Quel genre d'assignation ou de brief tu reçois du client? Peux-tu donner un exemple d'une description ou sur quoi tu te bases pour commencer tes illustrations? En général, j'ai tendance à dire que plus c'est simple et mieux c'est. Et les directeurs artistiques le savent bien, il est rare qu'on reçoive des textes d'assignation très compliqués. On nous donne généralement le format purement technique. Ensuite, on nous dit simplement qu'est-ce qui doit se passer, qui figure sur l'illustration et qu'est-ce que l'illustration doit dégager. Voilà. En général, ça suffit. Quand il y a lieu, si par exemple c'est un travail sur le Trône de Fer ou le Seigneur des Anneaux, on nous donne une ou deux phrases du texte pour nous inspirer. Quand c'est pour Magic, on nous donne une petite phrase d'humeur, ce qu'ils appellent, qui donne un petit peu l'ambiance du truc. C'est généralement le texte d'ambiance qui se retrouvera sur la carte à la fin. Parfois pour Star Wars,
on nous dit carrément, voilà, tel film à tel moment, c'est un petit peu le remake de cette scène-là, quand c'est vraiment une illustration qui rappelle une scène qui existe, ou quand c'est pas le cas, ben rien de particulier, quoi. La simple mise en situation donnée dans le brief est suffisante. Généralement, c'est assez concis. Un illustrateur bien entraîné n'a pas vraiment besoin de plus. Et j'aurais même tendance à dire que parfois, le plus serait l'ennemi du mieux. Moi, je sais que, surtout pour les couvertures de livres, où le public pourrait penser que les illustrateurs lisent systématiquement le livre dans son entier pour vraiment bien le sentir. Je réponds pas forcément, parce que je pense qu'un bon directeur artistique, s'il est un petit peu en plus secondé par l'auteur, saura donner en un paragraphe, le bon paragraphe qui va vraiment bien donner l'ambiance. Généralement, c'est tout à fait suffisant. Donc, ça ne va jamais dans le détail, par exemple, il doit avoir l'épée dans telle position ou quoi que ce soit. Si, ça arrive, parce que disons que, encore une fois, ça dépend du sujet, ça dépend de la destination de l'illustration. Quand on fait la couverture de livre, généralement, l'auteur a un peu son mot à dire. Le directeur artistique lui envoie le crayonné pour lui dire, voilà, bon, est-ce que le personnage, c'est à peu près ça? Donc là, si, dans cet échange-là, parfois on nous dit, attention, le costume est plus de cette couleur ou plus de cette coupe. Effectivement, l'arme peut être placée comme ci, comme ça. Mais c'est pas vraiment une généralité. J'aurais tendance à dire que ça a plus cours quand on fait des couvertures de livres que sur du jeu de cartes à collectionner où, ouais, c'est moins spécifique. As-tu, justement, on parle de difficultés un peu parfois avec les auteurs ou les directeurs artistiques. As-tu quelques mauvaises expériences avec un ou des clients, sans les nommer, bien sûr? J'ai eu pas mal de mauvaises expériences, pour le coup, dans l'édition de livres, où, justement, parfois, en particulier dans des maisons d'édition plus petites, à l'époque où je travaillais plus avec la petite édition, souvent les éditeurs ont du mal à canaliser leurs auteurs. Du coup, l'auteur prend beaucoup trop de place dans le processus de création, et là, ça peut devenir très compliqué parce que je peux le comprendre, hein, je suis auteur moi-même, et il y a toujours cette tentation de l'auteur d'avoir envie de tout voir sur la couverture de son livre, parce que c'est toujours un moment important quand on est auteur, voilà, de faire la couverture du livre, et bon, on n'a pas 36 occasions en plus de voir son univers et ses personnages prendre vie en images, et souvent il faudrait alors tout mettre et que le personnage soit ressemblant au millimètre à ce qu'il y a dans leur esprit. Souvent, les petites maisons d'édition en plus auraient tendance à laisser l'auteur même choisir le concept de la couverture. Et alors là, c'est une catastrophe absolue parce que les auteurs généralement ont le pire esprit de synthèse possible, parce que eux, ils sont dans le texte, ils sont dans le détail. Seulement, le rôle de l'illustrateur, c'est de s'extraire des détails, comme je te le disais tout à l'heure, pour entrer dans la généralité, donner une idée globale du livre, et non pas une scène précise, parce que là, c'est totalement contre-productif. Et je me suis effectivement retrouvée dans des situations, des psychodrames absolus, où c'était presque une guerre entre l'éditeur, l'auteur, l'illustrateur, pour essayer de faire comprendre à l'auteur que peut-être son idée n'était pas la meilleure, qu'elle allait desservir son livre, parce que en l'occurrence, il ne s'agit pas de l'orgueil personnel de l'illustrateur, il s'agit de faire comprendre à un écrivain qu'il faut vendre son livre, et donc trouver l'image qui va être vendeuse. Et ça, c'est parfois compliqué de faire comprendre que l'enjeu économique pour le livre doit l'emporter sur les envies toutes personnelles d'un auteur. C'est souvent très compliqué. Heureusement, plus on entre dans des sphères de publication et d'édition plus élevées, de plus grandes maisons d'édition, et plus l'illustrateur prend de la distance avec l'auteur, puisqu'il y a des directeurs artistiques au milieu qui font filtre et qui, eux, ont pour le coup vraiment leur mot à dire, et la capacité de dire non à la place de l'illustrateur. Ça permet un échange plus distancié et plus sain. Et c'est vrai que moi j'ai pas toujours de très très bons souvenirs, mais ça arrive.
En effet, tu peux avoir la meilleure histoire au monde, mais si personne voit le livre sur la tablette, tu le vendras jamais. Oui. Bien sûr, c'est-à-dire que, mais ça s'est vu, ça se voit souvent, il y a de très bons livres qui sont littéralement gâchés par une mauvaise couverture. Et le problème, sur un étalage de librairie, si la couverture est ratée, eh ben, ça peut porter fortement préjudice au livre. Parce que c'est la couverture qui va faire que le lecteur potentiel va tendre la main, prendre le livre et retourner pour voir ce qui se passe sur le 4e de couverture. Mais pour ce faire, il faut que l'illustration fasse correctement son travail, oui. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais quelles sont tes forces et faiblesses en illustration? Tu parlais de certains éléments de composition, etc. Oui. Mais c'est sûr que quand je dis faiblesse, je fais référence plus genre à des types d'objets, de décors, personnages sur lesquels tu te sens moins à l'aise et que tu aimerais améliorer. Donc, la première chose... À l'heure actuelle, en fait, fort heureusement, on progresse petit à petit. La première chose qui me pose un problème, ce sont les créatures. Okay. Je pense que si on regarde un peu mes illustrations, on constatera qu'on ne me donne pas souvent à faire des monstres, des trucs comme ça, parce que c'est pas ma spécialité. D'une part, j'ai du mal à faire des créatures qui soient crédibles et qui soient pas un peu mignonnes. Je sais pas pourquoi. Généralement, ça rate son effet. On me dit, ouais, fais un truc un peu gore, un peu crade. J'ai dit, oui, alors je vais essayer, mais ça va peut-être pas être très concluant. Alors j'essaye, hein, j'y travaille j'y travaille très fort, je regarde un peu ce que font mes collègues qui pour certains sont plus doués pour ça. Alors ça, voilà, des bonnes créatures très, très fortes, j'ai du mal. Ensuite, j'ai du mal à faire des compositions. Par composition, j'entends le fait que c'est un vrai effort pour moi de mettre dans un dessin une perspective très forte, une contre-plongée, une plongée, quelque chose. Ça, c'est pas très naturel pour moi. J'ai tendance à le mettre sur le compte que je suis autodidacte. Du coup, je n'ai pas eu l'enseignement technique dont bénéficient d'autres artistes qui, eux, sont passés par des écoles et qui auront pris des cours de perspective purement technique. Et c'est très salvateur. Du coup, dans un dessin, quand on me dit, par exemple, si on veut me mettre en difficulté, il faut me donner un décor intérieur, donc avec un mobilier, avec des murs, avec un plafond, avec un sol, et on me dise, voilà, tu vas me faire ça en contre-plongée, quoi. Alors là, attention, attention, panique à bord. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai fait... bon, c'est pas qu'on me le demandait, c'est que la composition était difficile à envisager autrement. C'était pour le Star Wars Insider qui est sorti, le numéro 160, je crois. Et donc là, il y a une scène de la nouvelle de Christie Golden. Et c'était une scène en intérieur avec une table et avec quelqu'un sur la table en plus, c'est dire, hein, et quelqu'un sur la table et quelqu'un sous la table aussi. Et le tout en contre-plongée. C'était très difficile. Mais comme j'ai vraiment à cœur d'essayer de travailler mes faiblesses, de m'améliorer, des fois, là en l'occurrence, on m'avait pas spécifiquement demandé ça, mais je l'ai fait quand même pour me prouver et prouver à mes clients aussi que je peux arriver des fois à faire des scènes d'action et qui ne soient pas trop misérables. Voilà, ça c'est vraiment mes principales difficultés. Créature et cadrage, composition, perspective, voilà. Tu as fait le lien parfait avec... On va maintenant parler un peu de l'univers Star Wars. Tu as fait le lien parfait pour suivre dans l'autre section. Justement, tu as fait plusieurs illustrations de l'univers Star Wars pour le jeu de rôle Edge of the Empire, le Living Card Game, le LCG de Fantasy Flight Game, ainsi que des illustrations pour Random Mouse, Delray. Je ferai pas la liste ici pour nos auditeurs, mais je vais en montrer quelques-unes dans notre version YouTube de l'émission, donc ils vont pouvoir les voir de quelles illustrations qu'on parle au fur et à mesure. Donc, quel fut ton premier contact avec l'univers Star Wars? Alors, il faut que je me souvienne bien. C'était le Living Card Game de Fantasy Flight Games. Voilà, c'était ça. Et ma toute première image, c'était une image d'une... en plus, le nom du personnage ne va pas me revenir. C'était
une chasseuse de primes qui était dans dans un cargo en train de cacher un magot, quelque chose comme ça. De toute façon, je t'enverrai l'image pour que tu puisses la mettre en ligne. Donc c'était vraiment ça, donc vraiment un personnage tout à fait random. Là, voilà, je suis pas tout de suite partie dans les personnages très connus. Donc voilà, c'était ça. Et alors c'était déjà c'était un grand moment parce que quand Fantasy Flight Games donc nous ont annoncé de manière confidentielle au départ qu'on allait travailler sur Star Wars, pour l'anecdote c'était drôle parce que je vais te raconter la façon dont ça s'est passé. Un jour, ma directrice artistique, donc qui est Zoé Robinson de Fantasy Flight Games, m'a écrit pour me demander si je serais disponible pour un nouveau projet, sans me dire ce que c'était. Moi, je dis oui, évidemment. Elle me dit, de toute façon, je ne peux te dire ce que c'est que quand tu m'auras textuellement dit oui. Bah, je te dis oui, voilà. Et donc ensuite, elle m'a répondu un mail totalement lapidaire en me mettant Star Wars. Oh, bah moi, j'ai dit, oh là là, incroyable, tout ça. Ah, c'était vraiment, ah oui, donc c'était Noël après Noël. Hein. Là, c'était vraiment un très très grand moment. Mais un grand moment mêlé d'un petit peu d'appréhension parce que je pense que ça se voit dans l'ensemble de ma production. Je suis plus fantastique que science-fiction quand même. Et j'appréhendais un petit peu de savoir qu'est-ce que j'allais donner sur du Star Wars où là, voilà, c'était, comme je le disais tout à l'heure, moins organique. Star Wars, c'est du métal, c'est des vaisseaux, c'est des costumes très particuliers, ce sont des armes aussi, des troopers, enfin voilà quoi, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que les premières assignations ont été presque une remise en question et m'ont demandé 2 fois plus d'efforts que ce que me demandait une pièce pour Le Seigneur des Anneaux ou Le Trône de Fer, parce qu'il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour me sentir un petit peu plus à l'aise avec cet univers-là. Est-ce que tu étais une fan de Star Wars à la base? Je veux dire, à quel moment dans ta vie tu as rencontré Star Wars, soit au cinéma, à la télé ou peu importe? Moi, j'ai vraiment rencontré Star Wars comme beaucoup de gens. J'avais vu les films, les 2 trilogies, et ça s'était à peu près arrêté là. J'avoue humblement que j'étais pas une très grande fan. Je connaissais l'univers que j'appréciais parce que faut bien quand même bien le dire, des trilogies de qualité, enfin des films de qualité dans l'imaginaire, il y en a quand même pas tant que ça, donc ceux qu'on a, eh ben on les garde précieusement. Mais vraiment voilà, ça s'arrêtait là et j'avais pas non plus une connaissance très très étendue de l'univers et ça a donné des fois des trucs. Alors généralement, de toute façon, chaque fois que je travaille sur une assignation de Star Wars, ça me demande quand même pas mal de recherche parce que les directeurs artistiques, ils vous balancent le nom d'une ethnie, d'une race. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est-à-dire que voilà, ma connaissance de Star Wars, c'est là qu'elle pêche un petit peu parce que on me dit voilà, tel ou tel, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, je ne sais pas. Donc je suis obligée de googler mon ami, et j'ai tout recours à Google pour aller voir à quoi ressemble telle créature, tel vaisseau, alors les vaisseaux n'en parlons pas, voilà, pour parfaire ma culture Star Wars, parce que petit à petit, bon, ça s'améliore un petit peu quand même, mais je partais de loin. Oui. Tu deviens une experte au fur et à mesure. Je me rends bien compte que maintenant, côtoyant par les réseaux sociaux des vrais connaisseurs de Star Wars, je pense qu'il me faudrait 2 ou 3 vies pour arriver à leur niveau. Je me rends compte que je suis vraiment une béotienne totale, hein, même encore aujourd'hui, mais c'est moins pire que ce que c'était à l'époque déjà pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'univers Star Wars qui t'inspire plus particulièrement? Je pense que ce qui m'inspire particulièrement dans l'univers Star Wars, c'est la même chose qui m'inspire de manière générale. Ce sont les relations entre les personnages et les personnalités des personnages que je trouve très intéressantes et que j'adore représenter. Dans un Star Wars Insider, j'avais été amenée à illustrer une nouvelle qui était très axée sur Leia et notamment la relation avec son père. Pas Dark Vador, le père adoptif. Non, c'est Bail Organa. Voilà. Et donc, j'avais été amenée à faire une illustration, à faire 3 illustrations, en l'occurrence, et de Leia avec Bail. Et j'avais adoré faire ça. Parce que c'était, notamment 2 d'entre elles, des illustrations très intimistes,
Voilà, et c'est ça que j'aime dans Star Wars, c'est que c'est un univers qui ne sacrifie pas tout à l'action, à la péripétie, et je pense aussi que c'est ce qui fait que les fans aiment autant, c'est aussi qu'il y a du fond. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un univers, et notamment les univers fantastiques, fantasy ou science-fiction, où c'est vraiment pour en mettre plein la vue, mais avec des personnages qui sont totalement désincarnés, qui n'ont pas d'épaisseur. Malheureusement, ça existe, hein, et je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, je ne peux pas me contenter juste d'un bestiaire, d'effets spéciaux et de péripéties, de rebondissements. Non, moi, ça ne me suffit carrément pas. Il faut qu'il y ait des personnages qui tiennent tout ça et qui donnent du fond, et c'est ce qu'on trouve dans Star Wars. Du coup, c'est vraiment ce que j'aime représenter. Dans le cas de Edge of the Empire, le jeu de rôle, tu as aussi illustré certains personnages de différentes classes et métiers. Je crois que tu en as parlé un petit peu, mais je sais pas justement ton niveau de connaissance de la saga Star Wars, mais comment tu as orienté tes recherches, ou tu parlais de Google, mais comment tu as orienté tes recherches pour ce qui est des vêtements, des véhicules, les armes, l'équipement qui est typique de l'univers en fait? Donc, pour ce qui est de ce travail sur Edge of the Empire, c'était en effet beaucoup de documentation en amont. Par exemple, quand on vous demande un mécanicien ou un truc comme ça, il faut voir un petit peu dans l'univers de base de Star Wars qu'est-ce qui colle. En fait, le truc, et c'était la difficulté. En fait, c'était la difficulté au départ. À l'heure d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, parce que j'ai quand même fait pas mal de cast dans Edge of the Empire, et donc à force, je me suis un peu rodée. En fait, l'enjeu, c'est de réussir à suffisamment rassembler de documentation pour vraiment intégrer le design général, finalement, quelle que soit la caste du personnage, pour réussir ensuite à créer quelque chose qui soit quelque chose de nouveau, mais qui, quand on le voit, on sait directement que c'est du Star Wars. Voilà. Donc du coup, j'aurais du mal à te dire précisément comment. C'est de l'imprégnation, je pense. À force de s'imprégner des costumes, que ce soit la première, la deuxième trilogie, parce qu'il y a des différences aussi de sophistication dans les costumes, dans les designs. Il faut réussir aussi à faire cette synthèse-là pour que ça ne trahisse aucune des époques de l'univers Star Wars, et que ce soit une espèce d'hybride qui généralise tout ça. Donc pour ça, il y a les films, mais il y a aussi le travail des collègues, il faut bien dire ce qu'il est, parce que des illustrateurs sur Star Wars, il y en a des centaines et des centaines, qui eux ont déjà produit des choses, et il est plutôt de bon goût de s'en inspirer, parce que ce serait dommage qu'ils se soient fatigués pour rien, et ensuite d'essayer soi-même d'apporter encore quelque chose à ça, sans trahir le design de base. Mais c'est très intéressant, j'adore ça, parce que on pourrait croire que c'est relativement limitatif, et c'est ce que je pensais au départ, mais finalement c'est pas vrai, et le travail sur Edge of the Empire en est la meilleure illustration. C'est que tout en s'inscrivant dans cette continuité, c'était vraiment un vrai champ de création. Et j'ai adoré travailler sur ces personnages. Justement, aussi, on remarque que les personnages que tu as fait pour Edge of the Empire ont été faits à l'origine sans arrière-plan, afin de mettre du contenu, puis des boîtes d'informations, etc. Est-ce que les poses des personnages étaient un peu planifiées en fonction de l'espace disponible, ou est-ce qu'il y avait des instructions spéciales pour le type de pose ou pour la gestion de l'espace dans ce projet-là? Disons que je pense que Fantasy Flight Games, à l'époque où ils ont commencé à nous assigner les personnages, n'avaient pas encore d'idée tout à fait précise de la maquette du livre final. Parce qu'une maquette, c'est très changeant et c'est difficile il est quand même rare que quand un projet comme ça se développe, il est rare de tout avoir d'emblée et qu'il ne reste plus qu'à assigner les illustrateurs. Généralement, tout va se faire en même temps et donc chacun essaye de s'adapter petit à petit. En réalité, la consigne, c'était que, à la fois, en premier lieu, il fallait que la pose déjà soit pas totalement aberrante. On est d'accord qu'il s'agissait pas de faire un personnage couché à l'horizontale comme ça.
on sait très bien que c'est très difficile à insérer dans une maquette. Donc, en général, c'est debout, accroupi. Voilà. En gros, voilà. Il fallait que, bien souvent, on me les assignait par deux, puisque c'était deux personnages d'une même classe qui allaient ensemble, mais qui n'étaient pas de la même race, voilà. Et donc, on me disait, tu les fais tous les deux avec une interaction entre les deux. Alors, quand on dit interaction, il ne faut pas forcément qu'ils se touchent, il valait mieux pas qu'ils se touchent d'ailleurs, mais il fallait qu'ils soient un peu comme s'ils travaillaient ensemble, ou qu'ils soient bien assortis, un peu une attitude complémentaire, tout ça. L'instruction, enfin voilà, l'idée de base, c'était vraiment ça. La consigne de base, c'était ça. Et bon, d'essayer de faire du dynamisme dans le statique, parce qu'il fallait pas que ça fasse non plus la pose extrêmement figée, parce que dans ce cas-là, on se serait tous, autant qu'on était artistes, retrouvés à faire des personnages bras croisés comme ça, en train de regarder l'objectif. Non, il fallait essayer de donner un petit peu de vie, un petit peu que le personnage fasse quelque chose, manipule quelque chose, voilà, pour déjà donner, lui donner une existence, lui donner un peu de personnalité. Donc voilà, la consigne, c'était celle-là. Ensuite, voilà, nous, on nous a dit, faites-les sans décor, et faites-les pour qu'on puisse les mettre un petit peu, nous, où est-ce qu'on voudra. Voilà, ce sont plus eux, je pense, qui ont dû parfois faire avec, que nous, qui avons vraiment été précisément briefés sur la place qu'ils devaient prendre. Ta plus récente illustration Star Wars, entre guillemets, qui est connue, est celle que tu as produite pour le prochain Star Wars Insider dans le cadre de l'histoire qui s'intitule Kindred Spirits, qui est une histoire se déroulant avant le roman Dark Disciples de Christy Golden et qui met en vedette Asajj Ventress et la pirate Lassa Rhaim. Sur quoi tu t'es basé pour illustrer cette histoire? As-tu eu la chance de lire cette nouvelle pour te donner une idée du personnage? Je comprends que Asajj Ventress, tu l'avais probablement déjà vu, mais oui. Le second personnage? Oui, alors en fait, là, j'ai eu pour le coup la chance de le lire, on m'a envoyé le texte, et alors là, je l'ai fait, parce que bon c'était une nouvelle déjà, et puis surtout, c'est pour aussi aider les directeurs artistiques, enfin, le directeur artistique, qui est aussi directeur de publication chez Star Wars Insider, parce qu'en fait, chez Star Wars Insider, ils essayent de donner un petit peu de liberté à l'illustrateur. Donc du coup, bon, il vaut mieux lire le texte pour savoir vraiment ce qui s'y passe et pouvoir ensuite suggérer des choses. Donc là, voilà, j'avais lu la nouvelle. On m'avait fait donc des propositions. Est-ce que ça te dirait d'illustrer ça ou ça, voilà. Mais c'était relativement libre, quoi. Donc voilà, je me suis basée là-dessus. On m'a donné un petit peu de documentation pour le personnage qui existait déjà, en tout cas. Et pour l'autre, on m'a juste dit quelle était sa race et ce à quoi elle ressemblait. En fait, on m'a redonné le descriptif en marge de la nouvelle, pour que voilà, je sois bien certaine d'avoir toutes les informations. Mais le nouveau personnage, je l'ai créé, voilà, j'étais totalement libre. Tout ce qu'on m'a dit, on m'a dit, voilà, il faut qu'elle soit bien badass et bien jolie, et voilà. C'était ça la consigne. Tu as mentionné tout à l'heure que tu avais fait une autre illustration pour cette nouvelle-là. Justement, les histoires du Star Wars Insider ont souvent plus qu'une seule image. Donc, tu en as illustré une qui n'a pas été mise en ligne, donc que tu as décrit avec un personnage sur et sous la table, avec une perspective, etc. Est-ce qu'il y en a une autre que tu peux nous décrire ou non avant qu'on le voit? Je pense que de toute façon, maintenant, vu que le magazine est disponible très bientôt, ça ne relève plus du spoiler. Donc, la troisième illustration, c'est Asajj Ventress en costume de Jedi, avec son sabre laser, voilà, dans une position un peu conquérante, comme ça. Voilà. Et l'autre, qui est une scène plus précise de la nouvelle, c'est une scène de combat avec les pirates. C'est difficile de dire précisément ce qui s'y passe, mais voilà, c'est un peu une scène, voilà, de combat qui implique les deux personnages féminins plus les pirates, voilà, au moment où elles font un peu cette petite entourloupe pour infiltrer. D'accord, excellent.
tu as illustré une image dans le cadre de la promotion de Razor's Edge, de la duologie Empires and Rebellion, où l'on voit 8 personnages différents, incluant Han Solo et Princesse Leia. Comme mentionné plus tôt, tu as probablement pas lu le roman au complet pour avoir une description des personnages. Donc, à quel point as-tu une carte blanche pour ce qui est des autres personnages dans une scène complexe comme celle-là? Si je me souviens bien, pour l'ensemble des personnages, j'avais... Laisse-moi me souvenir, parce que ça fait un moment. Il me semble que pour chacun, on m'avait quand même dit... J'avais quand même un petit descriptif. Alors, très sommaire, hein, ne serait-ce que pour connaître un petit peu l'ethnie, si un tel est un peu plus latino, si un tel, tout ça. Ensuite, par rapport à mon premier jet, on m'avait donné des petites retouches à faire. Au moment de la colorisation, on m'avait dit... Lui est un peu plus foncé, lui a les cheveux plus courts, voilà. Mais ça restait finalement assez minime parce que la description de base m'avait suffi pour faire quelque chose qui leur convenait, voilà. Mais là encore, je pense que j'ai vraiment mis à profit mon expérience sur Edge of the Empire, parce que alors là, j'ai sorti toute l'artillerie du costume design que j'avais pu mettre en pratique. Auparavant. Avec un décor un petit peu difficile peut-être, vu que c'était dans un hangar avec une certaine perspective. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est très bien résumé. C'était hyper difficile. Je m'étais un peu documentée. J'ai du mal à... Voilà, sans documentation, j'ai du mal à arriver à quelque chose de convaincant. Il fallait en plus qu'on voit des vaisseaux qui étaient là, parqués. C'était difficile. Bon, alors le point focus, c'était les personnages, fort heureusement, et ce qui était déjà en soi un travail considérable, parce qu'il est quand même relativement rare qu'on demande des fresques pareilles. Ça a demandé énormément de travail. Alors là, je donnais tout à l'heure la barre des 40-45 heures. Là, la barre, elle a été littéralement explosée. Hein. On était à 50-55 heures de colorisation. Donc c'est vrai que c'était compliqué. De toute façon, cette illustration, elle était compliquée à bien des égards parce que bon, le décor c'est une chose, mais il y avait aussi le nombre de personnages. Il fallait, alors là pour le coup, qu'il y ait une vraie interaction entre eux parce qu'il fallait qu'on voit un petit peu les rapports qui se dessinaient entre certains personnages, entre Leia, le personnage qui lui fait face, et que chacun fasse quelque chose, encore une fois, qu'il soit pas trop statique, que l'illustration vive un petit peu, tout en étant une illustration qui ressemblait presque à un poster d'affiche de film. Donc c'est vrai que oui, c'était un vrai défi, cette illustration. Oui, j'imagine donner aussi un effet un peu de lentille large de caméra pour... Oui. Donc les côtés, la perspective n'est pas tout à fait pareil à celle au centre. Puis la somme de détails mise en jeu, c'était considérable. Est-ce que ça t'arrive de recycler le visage de certains personnages entre tes différentes franchises sur lesquelles tu travailles? Parfois, ça doit t'arriver d'être à court d'idées. Alors, franchement, jamais. Parce que, alors, parfois, il peut y avoir des ressemblances, mais elles sont totalement fortuites. Non, parce que c'est vraiment... Moi, les visages, les personnages, c'est vraiment mon truc. Okay. Donc, chaque fois, je vais faire quelque chose de nouveau, et c'est pas vraiment une difficulté pour moi, en réalité. Là où je suis plus tentée de recycler, notamment dans Star Wars, c'est les costumes. Parce que... Parfois, il n'y a pas besoin de refaire quelque chose qui existe déjà. Quand vous avez un personnage qui est de la même classe, forcément, il y a certaines textures de certains personnages que vous allez pouvoir importer sur d'autres. D'une part, ça va vous faire gagner du temps, et d'autre part, personne n'y verra que du feu puisque c'est la même classe. Alors, je dis pas que je prends une image et je vis sur votre tête dessus, c'est pas ça. Mais parfois, à quoi bon refaire un pistolet laser quand on l'a déjà fait, si c'est le même pistolet laser. Donc voilà, mais par contre, pour ce qui est de la physionomie du personnage, mais j'aurais même tendance à dire que je me fais presque un point d'honneur à ce que ce soit jamais les mêmes. Parce que c'est censé être ma spécialité, et donc du coup, je veux bien montrer que c'est ma spécialité. C'est une question d'honneur. C'est bon. D'autres illustrations que tu as fait pour l'Insider était justement la nouvelle sur la jeune princesse Leia
Constant Spirit de Jennifer Edel en 2013. Donc, Léa semble être un des personnages Star Wars que tu illustres le plus régulièrement. Est-ce que c'est un hasard ou tu as une affinité particulière avec ce personnage? D'une part, on pourrait dire que c'est le hasard des assignations parce que je n'ai aucune prise personnellement sur ce qu'on va me donner. Je pense que du fait de l'avoir par le passé, notamment dans le jeu de cartes de Fantasy Flight Games, illustré Leia avec relativement de succès parce qu'elle se ressemble, fait que les directeurs artistiques ensuite d'autres compagnies se disent « Ah, elle sait dessiner Leia, on va lui donner Leia !» Mais pour le coup, je suis plutôt contente. C'est un personnage que j'apprécie, alors qui est pas facile à dessiner, au même titre que Luke. Alors, je pense que la palme, c'est Luke Skywalker, hein, quand même. Quand vous avez, ce qui a été le cas pour un Star Wars Insider aussi, c'était une nouvelle qui était axée sur Luke Skywalker. Chaque fois que je le retrouve dans ma boîte aux lettres, lui, c'est toujours un petit peu l'angoisse parce qu'il est très difficile à dessiner. Il a un visage compliqué, en plus il a un visage qui change. On sait tous qu'il a quand même eu un petit problème qui a fait qu'il a beaucoup changé de tête au fil des années. Et là, c'est assez compliqué. Pour Leia, ce qui est difficile, c'est que, en fait, il faut savoir la Leia de quelle époque. Parce qu'il y a une Leia qui a moins de joues que l'autre. Voilà. Donc, quand on m'avait donné pour le Star Wars Insider l'assignation avec Leia, c'était la Leia avec plus de joues. Et au départ, je l'avais faite, notamment il y a une illustration où elle est seule, elle est assise avec un air un peu préoccupé, comme ça. Et je l'avais faite, mais elle était trop émaciée, elle avait l'air plus âgée. Et donc, on m'avait demandé de faire des retouches pour la rajeunir un petit peu, qu'elle soit un petit peu plus... avec plus un visage plus juvénile. Et c'est vrai que ça tient... C'est très subtil, ça tient à pas grand-chose parce que c'est la même personne, la même actrice, mais il va y avoir comme ça des subtilités. Il faut être un plutôt bon portraitiste pour réussir à entrer dans ce genre de subtilité parce que là, oui... quand on vous dit, quand vous avez un style réaliste, donc avec déjà un travail conséquent de peinture sur le dessin, et qu'on vous dit non, là, il faut réussir à modifier encore ça pour la rajeunir, je t'avouerai que c'est assez compliqué. Il faut avoir l'habitude, quoi. Et c'est vrai que dans Star Wars, donc les ressemblances sont très importantes avec les acteurs. Et c'est un gros challenge parce qu'il faut qu'ils se ressemblent et souvent, il faut en plus faire attention à quelle est l'époque dans laquelle ça se situe pour choisir la bonne physionomie de l'acteur à tel ou tel âge, quoi. Qui sait, tu vas peut-être avoir à faire Princesse Léa du Réveil de la Force. Ah mais oui, mais pourquoi pas? Moi, je prends. Il y a une illustration particulière, c'est juste mon point de vue que j'ai remarqué, qui s'appelle Believer of the Old Ways, qui est du Living Card Game de Fantasy Flight Game, où on voit une Twi'lek à la peau verte qui retire son capuchon vers l'arrière. Je me la mets sur mon écran. D'accord. Pour voir, pour m'en souvenir. Oui, voilà. Donc, je trouve que le personnage te ressemble légèrement. Est-ce que tu t'es inspiré de ton visage pour cette illustration-là? Non. Disons que si je l'ai fait, c'était pas volontaire. Pour mes illustrations, c'est soit moi, soit mon mari qui faisons la pose. Et donc, c'est vrai que peut-être que parfois, ça m'échappe. Mais là, si c'est le cas, ça m'a totalement échappé parce que j'ai pas particulièrement à cœur que mes personnages me ressemblent. Donc, si c'est le cas, c'est involontaire. Non, c'était une remarque que j'avais faite en faisant mes recherches. Je disais, il me semble qu'il y a certaines physionomies de Magali dans ce personnage-là. Et, on me l'a déjà dit il y a pas longtemps aussi pour un autre personnage. Ah. Je sais, mais je crois que je me demande même si c'était pas dans Star Wars Insider ou un truc comme ça. On me demande, mais ça te ressemble un petit peu. Ce à quoi je réponds généralement, ah bon? Non, c'est pas volontaire. Mais par contre, il m'est arrivé, bon là c'était pour un autre jeu, mais de mettre la tête de mon mari sur une carte. Alors je lance un défi
Si vous arrivez à trouver, pour ceux qui connaissent sa tête, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous connaissent, qui vont écouter cette interview, si vous réussissez à retrouver mon mari Alexandre dans une de mes illustrations Fantasy Flight Games, vous gagnez le pompon. Voilà. Une petite illustration à dédicace, là, non? Oui, voilà. Un petit tirage, un petit truc comme ça. Le petit défi. Excellent. Quelle est ton illustration Star Wars préférée que tu as fait jusqu'à présent dans ta carrière? Là, ça va me demander un petit peu de réflexion et d'ouvrir mon fichier. Alors, ça va être assez rapide. Je sais que tu parlais justement que celle de Razor's Edge, étant donné le travail qu'elle t'avait demandé, tu étais relativement satisfaite. Mais est-ce que c'est ta préférée quand même ou non? C'est difficile à dire que c'est ma préférée parce que j'ai tendance à relier la sensation qu'a pu me donner une illustration à l'affection que j'ai pour cette illustration. Et c'est vrai qu'il y a parfois des dessins sur lesquels c'est pas une question de facilité, c'est l'inspiration peut-être, ou le fait de... Certaines illustrations sont plus contraignantes que d'autres. D'autres sont plus comme des terrains de jeu, en quelque sorte. Et c'est vrai que là, je suis en train de regarder un petit peu. Je pense que j'avais adoré travailler sur une illustration. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelait à l'époque? Ça représentait Obi-Wan Kenobi qui était dans les couloirs de l'Étoile Noire. Et donc, c'est une illustration qui est totalement centrée sur lui. Et j'avais adoré travailler sur cette illustration parce que j'adore le personnage, en fait. Et j'adore l'acteur que je trouve... celui qui joue Obi-Wan Kenobi âgé, je le trouve terriblement charismatique et j'adore dessiner ce personnage. Et je pense que voilà, j'avais vraiment eu un feeling très particulier avec cette illustration que je juge à l'heure d'aujourd'hui comme une de mes plus réussies dans l'univers Star Wars. Après, c'est ma vision personnelle. Hein. D'autres joueurs en préféreront sans doute d'autres qui sont peut-être un petit peu plus impressionnante que celle-là, qui est relativement intimiste, encore une fois. Mais oui, en général, si je dois... de toute façon, quand je réponds à une interview où on me demande de donner des images d'illustration, il y a toujours celle-là pour illustrer Star Wars. C'est comme des enfants, tu les aimes toutes de façon égale. Oui, et c'est difficile de choisir parce qu'on passe du temps avec chacune, on met des efforts dans chacune, on bâcle rien. Et c'est vrai qu'il y a forcément, je pourrais passer 20 minutes à dire « Ah oui, mais celle-là, oh, puis celle-là aussi, elle était bien. » Mais bon, voilà, là, tout de suite, instinctivement, si je dois répondre, c'est celle-ci. D'accord. Et puis, si on parle de ta carrière au complet, peu importe l'univers dans lequel tu as travaillé, est-ce qu'il y a une œuvre en particulier, pour quelle raison? Ou peut-être changer la question, une qui t'a amené plus de notoriété, peut-être. Ah, alors pour ce qui est de la notoriété, je pense que ma Daenerys Targaryen pour le Trône de Fer est l'illustration encore aujourd'hui dont on me parle le plus, celle qui est le plus gros best-seller quand je vais en convention. C'est vraiment cette illustration, voilà, elle a déterminé beaucoup de choses. En tout cas sur l'appréciation du public par rapport à mon travail. Par le fait, je l'aime beaucoup, mais je l'aime bien aussi, même sans le retentissement qu'il y a eu autour. Donc j'y suis attachée pour ça. Après, encore aujourd'hui, quand j'ai tendance à citer une illustration à laquelle je suis particulièrement attachée, je cite le Glorfindel au gué de Brunnen, que j'ai fait pour donc le Seigneur des Anneaux, que je trouve étant la meilleure quintessence de ce dont je suis capable. Alors pour des raisons peut-être un peu précises, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais le personnage, la posture, les couleurs, la lumière, et surtout la sensation que cette illustration m'a laissée. Parce que c'est vrai que quand on travaille énormément,
ça se compte, comme je disais tout à l'heure, c'est des centaines d'illustrations par an, c'est énorme. C'est un volume de production qui est même parfois difficile à tenir, et c'est vrai qu'on imagine bien que dans ce volume de production, on ne se sent pas toujours au mieux de sa forme, et c'est vrai qu'on n'a pas que des moments de grâce. Mais cette illustration faisait partie de ce que j'appelle un moment de grâce. C'est une illustration qui ne m'a posé aucun problème, et où je me suis presque étonnée moi-même. Je me suis trouvée meilleure que d'habitude. Et c'est pour ça que j'y suis très, très, très attachée. Ensuite, c'est difficile de donner seulement une. Dans le calendrier à sortir du Trône de Fer, qui est le calendrier officiel 2016, il y en a une ou deux qui m'ont permis d'explorer des choses que je n'ai pas souvent l'occasion d'explorer dans ce qu'on me commande. Ce calendrier, j'avais carte blanche pour choisir ce que j'allais faire et comment j'allais le faire. Du coup, j'ai vraiment pu y mettre dedans, notamment les influences dont je parlais tout à l'heure, et notamment sur une illustration dont je ne donnerai pas le propos parce qu'il faut garder encore le secret, cette illustration n'a pas été dévoilée, et notamment une illustration où j'ai pu mettre dedans ces fameuses influences caravagistes qui me tiennent tellement à cœur, dans une scène extrêmement sombre, dans tous les sens du terme. Et je pense que cette illustration, j'y suis très attachée parce qu'il y a dedans ce que j'ai envie de donner au sens large, quel que soit le sujet et puis quel que soit le client, c'est ce réalisme, cette expressivité, cette recherche, la sophistication du costume, mais surtout essayer de donner un petit peu de sentiment. Faire de jolies images, c'est très bien, mais si on peut essayer dedans de mettre un petit peu de sentiment, c'est encore mieux. On n'y arrive pas toujours parce qu'on n'est pas des machines. Je m'efforce au maximum de le faire et j'espère y être arrivé sur les illustrations, en tout cas que je cite là. Je sais que tu as fait quelques illustrations pour le roman Windy de Tricia Barr, l'américaine, il n'y a pas si longtemps. As-tu maintenant le temps de faire des contrats d'illustration pour des particuliers ou tu es tellement occupé par le reste? Non, en réalité, j'ai plus le temps. Le travail que je fais pour Tricia, c'est un peu un cas particulier parce que c'est une personne que j'ai été amenée à connaître par d'autres biais, par le biais de personnes que j'ai rencontrées chez Random House. Et c'est vrai que c'est aussi, j'aurais envie de dire, c'est une question de feeling. Ça pourrait vouloir dire que j'ai pas de feeling avec les autres personnes qui proposent des choses, mais c'est vrai que Tricia, elle avait été amenée à m'interviewer et j'avais été vraiment mise en confiance par le sérieux, le professionnalisme qu'elle dégageait, l'enthousiasme aussi, le fait qu'elle avait vraiment une démarche qui est, je trouve, rare pour un auteur, c'est-à-dire que je sentais qu'elle me faisait confiance. Et je sentais qu'elle me laissait vraiment une marge de manœuvre que j'ai trouvée courageuse de la part d'un auteur, parce qu'elle m'a confié ses personnages et sans me donner l'impression d'être tout le temps par-dessus mon épaule comme ça. Et c'est ce qui fait que j'ai accepté ce travail avec elle, qui n'est d'ailleurs pas fini. Il y a 3 autres illustrations que je vais faire prochainement pour elle, pour son livre. Mais c'est vrai que c'est la dernière fois où j'ai accepté de le faire, et une des rares fois où j'ai accepté de travailler pour un particulier. Maintenant, je refuse de façon systématique, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est une question de temps, c'est juste pas possible. Et ensuite, le problème, c'est qu'après, ça devient compliqué. Alors, c'est du détail, mais ça peut peut-être intéresser aussi les personnes qui nous écoutent de savoir dans quel genre par quel genre d'obligation on est tenu. Lorsque vous avez des clients qui sont les clients qui vous font vivre tous les mois, qui sont toujours là, qui vous donnent toujours du travail et qui vous payent une certaine somme pour obtenir vos illustrations, il devient de plus en plus difficile de dessiner au rabais. Alors, ça peut paraître terrible de dire ça, parce que ça pourrait même faire
une levée de bouclier parce que je sais que les considérations pécuniaires dans l'esprit des gens font pas très bon ménage avec les considérations artistiques, mais il y a aussi un problème de loyauté envers la clientèle. Et c'est vrai que quel intérêt auraient les compagnies qui nous engagent à nous rémunérer de la sorte si à côté de ça, on fournit le même service pour 10, 20 fois moins. Déontologiquement, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ne veux plus le faire parce que ça devient compliqué à tous les égards. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution idéale parce que d'un côté, il faut bien dire aussi que 90% des sollicitations de particuliers qu'on reçoit sont des particuliers qui attendent de nous de dessiner gratuitement. Non, ça c'est pas possible non plus, pour la bonne et simple raison que moi, si je m'arrête de dessiner pour gagner de l'argent, je n'ai plus d'argent, je ne peux plus payer mon loyer et je ne peux plus me nourrir. Donc c'est vrai que on pourrait croire que la carrière d'illustrateur, c'est un petit peu comme ça, ouais, super, un petit peu cool, c'est facile. Non, il faut travailler sans cesse parce que si vous êtes... Moi, ça m'est arrivé il y a 2-3 ans, je suis tombée assez gravement malade. Pendant 3 semaines, j'étais pas opérationnelle. 3 semaines, ne serait-ce que ça, sans travailler, c'est pas possible. Et c'est très compliqué. Et c'est vrai que du coup, ça exige, je pense, toutes ces considérations-là fait qu'il faut s'imposer une discipline et une conduite à tenir, même si c'est parfois... On aimerait bien, évidemment, dire oui, on aimerait bien, mais voilà, on est tenu par d'autres contraintes que ça. Un de tes gros projets que j'ai mentionné en début d'entrevue s'intitule Dernière Terre, sur lequel tu es illustratrice et co-auteur avec Alexandre Dinch. Je dois avouer qu'ici en Amérique, je n'avais jamais entendu parler de ce projet-là. Avant de faire un peu de recherche sur toi, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce projet-là qui semble être d'une assez grande envergure? En fait, pour être tout à fait précise, La Dernière Terre, à la base, c'est une série de dark fantasy, série littéraire, que j'ai créée donc avec mon mari, Alexandre, série pour laquelle, en fait, je suis auteur, je ne suis pas co-auteur, en fait. Okay, d'accord. Il n'y a que moi qui écris, et mon mari co-scénarise avec moi. Voilà, pour être tout à fait précis, parce que c'est pas non plus toujours évident, même en recherchant sur Internet, de trouver cette information-là. Et donc c'est une série que j'ai commencé à écrire il y a quelques années de ça, dont les 2 premiers tomes sont déjà parus. Alors cette série a déjà eu une vie assez riche parce que donc au tout départ, elle n'était pas publiée, c'était quelque chose que je gardais dans mes tiroirs. Et puis, au fil des années, j'ai rencontré un éditeur pour qui je faisais des illustrations. Je n'étais pas du tout dans l'optique de me faire publier. Et après X péripéties, le manuscrit La Dernière Terre est tombé entre ses mains et il a émis le souhait de le publier. Et mon mari en particulier, qui croit très fort au projet, s'est dit, allez, on tente le coup, on fonce, on essaye. Et ça a plutôt bien marché. Alors quand je dis bien marché, c'est à la mesure d'une petite maison d'édition, on est d'accord. Mais ça nous a vraiment permis, et ça c'est vraiment une chose que je n'aurais pas cru, de rassembler autour de cette saga toute une communauté de lecteurs qui est aujourd'hui d'une densité qui moi-même m'étonne encore et qui sont aujourd'hui nos principaux soutiens à tout point de vue, parce que récemment j'ai décidé de quitter l'éditeur qui avait publié les 2 premiers tomes parce que cet éditeur ne me convenait pas et surtout pour moi l'écriture c'est avant tout une passion, un hobby. J'ai déjà assez des contraintes et des obligations de mon métier d'illustratrice sans me rajouter en plus des contraintes et des obligations en tant qu'auteur, ce serait beaucoup trop lourd. Donc j'ai décidé que l'aventure ne me convenait plus en l'état et de racheter mes droits,
ce que j'ai fait, et La Dernière Terre m'appartient maintenant à nouveau totalement, ainsi qu'à mon mari. Et on a décidé de créer une réédition, parce que la série ne s'arrête pas là pour autant, mais une réédition en autopublication qui est le format qui convient le mieux à notre mode de vie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui permet de concilier en priorité mon métier d'illustratrice et de continuer à écrire lorsque j'en ai le temps, sans avoir la pression d'un éditeur derrière. Et donc, à l'heure actuelle, on est en train de mettre sur pied une réédition assez conséquente des 2 premiers tomes, avec une édition collector, avec énormément d'ajouts dedans, avec la participation d'artistes, illustrateurs, donc certains, je ne peux pas encore dire qui, mais que des habitués, notamment des jeux de cartes à collectionner, connaissent. Et il va y avoir également une bande dessinée qui est adaptée d'une partie de l'ouvrage, une bande dessinée qui est dessinée par Noémie Chevalier, qui est une artiste française absolument géniale. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'elle fait, parce que moi-même, la première fois que j'ai vu les premières planches qu'elle préparait, j'aime autant vous dire que j'avais les yeux qui piquaient. Et donc voilà, et tout ça, on peut le faire grâce au soutien de cette communauté de lecteurs qu'on a eu la chance, parce que c'est une chance, de réussir à rassembler autour de nous, et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir donner vie à ce nouveau projet, de pouvoir donner un second souffle, et je pense d'encore plus grande ampleur à cette saga, et on est vraiment très heureux, et j'en profite pour les remercier. Voilà. Excellent. Quels sont tes sentiments quand tu vois tes illustrations en public, en magasin, ou encore quand les gens viennent te voir pour des dédicaces, que ce soit pour La Dernière Terre ou tout autre projet d'illustration que tu as fait? Je dois bien dire que c'est une chose à laquelle je ne m'habitue pas, parce que, alors c'est totalement idiot, quand je vais dans des magasins et que je vois une couverture de livre ou un jeu de cartes que j'ai dessiné, oui, 9 ans plus tard, j'en suis encore à sortir mon téléphone et à le prendre en photo. Genre, oui, c'est moi qui ai fait ça, ouais, youpi. Et je crois que le plus impressionnant, c'est en dédicace, où là, je suis toujours totalement ébahie de la gentillesse des gens qui viennent, de leur enthousiasme, et surtout Enfin, ils viennent vous voir et ils vous disent avec un énorme sourire qu'ils adorent ce que vous faites, et que d'une part ça n'a pas de prix, et d'une part ce qu'il faut voir, c'est que quand on travaille, 90% du temps on est chez soi, on est tout seul, et on n'a pas de prise avec ça, on ne peut pas se rendre compte de l'appréciation vraiment des gens. Alors oui, il y a les réseaux sociaux, mais on sait bien que ça ne donne qu'une partie... voilà, une partie du public, quoi. Et c'est vrai que maintenant, quand je vais notamment dans les grands prix pour Magic, où ce sont à l'heure actuelle un peu les seules dédicaces que j'ai le temps de faire, et encore, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai tellement de travail que je suis obligée de choisir les événements auxquels je participe. Mais récemment, je suis allée à un grand prix à Paris, et j'étais complètement hallucinée de voir la file de gens devant moi. Voilà. Ça, c'est une chose, je me demande toujours, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de file? Vous êtes peut-être venu voir la personne à côté de moi? Non, non. Et ça, voilà. À la fois, je suis ravie, et à la fois, je suis totalement incrédule, et surtout, hyper reconnaissante, parce que, encore une fois, rien n'est dû. Des illustrateurs, il y en a des tas, et je m'estime très, très, très chanceuse d'être parvenue à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois d'avoir réussi à plaire à un certain public, suffisamment pour qu'il y ait aujourd'hui des gens qui me sont fidèles, qui sont toujours là, parce que mine de rien, c'est très encourageant. Comme je disais, encore une fois, je le répète, c'est un métier très solitaire, et ça fait beaucoup de bien d'être encouragé, d'être porté comme ça par des personnes à qui vos images plaisent, et aussi, et je pense que cet enthousiasme du public n'est pas non plus totalement étranger à l'intérêt que peuvent nous porter ensuite les compagnies, les éditeurs, qui, quand ils voient qu'un illustrateur plaît,
sont peut-être un petit peu plus motivés à nous engager. Et je pense, voilà, tout est en corrélation. Et voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir le privilège de m'attirer, on va dire, cette sympathie, et bien loin de me dire que ça y est, je suis parvenue, génial, youpi. Je pense que ça me met encore plus de pression pour ne surtout pas relâcher le niveau, parce que le problème, c'est que maintenant, avant, la peur que j'avais, c'était de ne pas réussir. Maintenant, la peur que j'ai, c'est de décevoir. Okay. Donc, c'est vrai que il faut toujours donner son maximum pour ne pas décevoir. As-tu une anecdote particulière à nous raconter que tu as vécu lors d'une séance de dédicace ou d'une convention, quelque chose qui t'a complètement surpris? C'est difficile à dire. Qui est racontable, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Il y a des... Alors bon, ce qu'il faut voir, c'est que le public est souvent masculin. Parce que c'est les licences qui veulent ça. Bon, alors il y a toujours un petit peu la petite tentative de dragounette, des choses comme ça. Ça, c'est relativement classique. Après, des anecdotes en particulier, c'est difficile, mais moi, je me souviens récemment dans une convention où je suis allée, je voyais, il y avait une personne dans la file c'était un monsieur. Je le voyais depuis un moment, des fois, et je voyais qu'il était pas bien, quoi. Et quand il est arrivé vers moi, il a même pas réussi à me parler. C'est-à-dire qu'il tremblait. Alors je le voyais, il était là, il tremblait, il tenait son truc pour me faire signer. Mais c'était terriblement émouvant. C'était super émouvant parce que vous voyez les gens, ils sont là, ils sont tout choses et tout. Et donc après, moi j'ai vraiment à cœur de les mettre à l'aise, de montrer que... Alors, les personnes qui généralement m'ont vu en dédicace pourront le dire, moi quand on vient me voir c'est tout en détente, c'est presque même un petit peu n'importe quoi, c'est les grosses blagues, des trucs comme ça, même parfois je me mets à chanter, certains pourront témoigner, je fais des concerts publics pour essayer de détendre les gens qui pourraient être impressionnés alors que très franchement il n'y a vraiment pas lieu. Et voilà, c'est plutôt en fait des anecdotes de ce genre qui sont un peu émouvantes comme ça, de voir que si on peut représenter un petit quelque chose pour les fans de Star Wars, de Magic, je pense que mission accomplie, du moins en partie. Tu en as mentionné quelques-uns tout à l'heure, mais surtout en parlant comment gérer ses clients un peu, mais as-tu d'autres conseils pour les jeunes talents qui aspirent à faire ton métier? Le premier conseil que je donnerais, c'est de dessiner ce que vous aimez sans trop vous laisser influencer par ce qu'on va vous dire. J'en parlais en début d'interview. On me disait arrête de dessiner des personnages. Non, quand on est illustrateur, il faut bien se faire connaître pour quelque chose. Des illustrateurs, il y en a des dizaines de milliers. Donc, si dans cette masse, vous n'avez pas quelque chose de particulier qui va vous permettre de vous démarquer des autres, ça va être beaucoup plus difficile. Par le fait, s'il y a quelque chose qui vraiment vous fait kiffer, comme on dit, c'est ça qu'il faut exploiter. D'une part parce que c'est ça que vous allez améliorer et c'est ce qui va faire que vous allez peut-être vous faire remarquer, que les directeurs artistiques vont savoir à quoi vous allez leur être utile aussi, il y a ça. Et c'est ce qui va faire aussi qu'ensuite, dans votre carrière d'illustrateur, vous n'allez pas passer votre temps à souffrir. Parce que moi, si j'avais essayé de prétendre que j'étais une faiseuse de décors, ou que j'étais hyper à l'aise, on va dire, en créature et tout ça, et que j'avais essayé de faire croire ça, j'aurais subi ma carrière plus que je ne l'aurais vécu. Moi, ce qui m'a donné envie de dessiner, c'est de faire des personnages, de faire des humains. C'est grâce à ça que je trouve mon énergie malgré la charge de travail. Et c'est ce qui fait que c'est tolérable en réalité. Et donc le conseil que je donne toujours, c'est faites ce pourquoi vous pensez que vous êtes fait et faites ce qui vous inspire. Voilà, ça c'est la première chose. Et lorsqu'ensuite vous allez démarcher des directeurs artistiques, n'essayez pas de leur faire croire que vous pouvez tout faire.
d'une part, ça les intéresse pas, et d'autre part, ça va pas leur faciliter la vie parce que si dans votre portfolio, vous mettez de tout, ils vont pas savoir pourquoi vous engagez en particulier, et vous avez peut-être beaucoup plus de chances de passer inaperçu. Si dès les premières pages, ils voient que vous êtes très fort en décor, ou très fort en personnage, ou très fort en science-fiction, ben là c'est gagné, parce que tout de suite, il va se dire « Ah, pour tel projet, ce sera la bonne personne. » Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes illustrateurs qui sont complexés un petit peu. Je vois bien, il arrive souvent en convention que des aspirants illustrateurs amènent leur portfolio pour me le montrer et avoir un avis. Et souvent, dans le portfolio, ben, il y a de tout. Il y a du style BD, il y a du style manga, il y a de la peinture de nature morte. Et au milieu de tout ça, on ne sait pas quelle est la personnalité réelle de l'illustrateur. Alors qu'on a tous quelque chose de différent, forcément. Seulement, il faut réussir soi-même à trouver ce quelque chose et à travailler ça, et ne travailler que ça. Personnellement, alors d'autres illustrateurs pourraient dire différemment, mais personnellement, je ne crois pas au couteau suisse, c'est-à-dire que je n'ai encore jamais rencontré à l'heure d'aujourd'hui un illustrateur qui savait tout faire au même niveau de perfection, on va dire. On a tous notre talent particulier et tous notre personnalité, et c'est ça qu'il faut travailler et rien d'autre. Excellent conseil. Tu quittes pour le Grand Prix Magic de Gathering à San Diego au mois d'août et tu as presque été au San Diego Comic-Con pour le lancement du calendrier du Trône de Fer. C'est quoi tes attentes face je dirais, le gigantisme des conventions américaines, justement, de ces univers-là? En fait, je suis assez impatiente de m'y rendre parce que j'ai la sensation, mais je pense que c'est plus qu'une sensation, que la majeure partie de mon public est là-bas. Je travaille quasi exclusivement pour des compagnies et des licences outre-Atlantique. Et je vois bien, même par les réseaux sociaux, la majorité des personnes vraiment qui me suivent sont des gens anglo-saxons, en Amérique au sens large, donc, et je pense que mon public est là-bas, je le pense, et j'ai justement hâte d'aller à sa rencontre, alors avec toujours un petit peu cette appréhension, parce que je vais me retrouver un petit peu toute seule face à ça, et qu'il va falloir aussi le gérer. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident à gérer, la foule, le monde, la sollicitation, mais c'est avant tout déjà un privilège, et surtout, généralement, quand vous ressortez de là, vous êtes bien remotivé pour un bon moment. Donc je pense que je vais aller prendre un petit peu d'énergie avec la gentillesse et l'enthousiasme des joueurs et puis des amateurs d'illustration. Les files devraient être un petit peu plus longues, les files d'attente. Ils ne peuvent pas me dire ça. Voilà. C'était déjà compliqué à Paris, et je me dis que là, ça va être pire, mais je préfère ne pas y penser. Voilà. C'est bon. Crois-tu que ce genre d'invitation est un signe pour toi que tu as atteint un niveau de notoriété que tu ne croyais jamais peut-être atteindre? Ah non, mais absolument. C'est-à-dire que quand j'ai commencé il y a 9 ans, c'était ce dont je rêvais. Je rêvais, mais j'y rêvais sans y croire. Je rêvais de travailler pour Le Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer, Star Wars, les grandes licences. Je rêvais que mon travail m'amène à faire ne serait-ce que des dédicaces. Ma première dédicace, c'était probablement, il y a dû y avoir 3 personnes, mais c'était déjà le bout du monde pour moi. Et je pensais sincèrement que ça n'irait jamais plus loin. Et je rêvais de pouvoir, comme beaucoup d'artistes français, je pense, me faire connaître à l'étranger, aux États-Unis, bien évidemment, parce que toute l'action en termes de science-fiction, fantasy, fantastique, pour un illustrateur, elle est là-bas. Et là, je me retrouve à même pas un mois de partir en Californie. La Californie, mais c'était un de mes grands rêves en plus. Voilà, et c'est vrai que je suis là, j'ai tout, j'ai mes billets d'avion, j'ai mes valises. Je me dis, c'est pas vrai, ça ne m'arrive pas, c'est pas possible. Et pourtant si. Et c'est vrai qu'il n'y a pas moyen, ça fait 9 ans,
et je ne m'y fais pas. Je suis un peu comme une gamine devant l'arbre de Noël et je me dis c'est beaucoup trop merveilleux pour être vrai. C'est une espèce de mélange étrange de fierté et d'incrédulité. Alors c'est pas toujours facile à gérer au quotidien parce que c'est presque schizophrène en fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est génial quoi. C'est génial parce que c'est tout ce dont je rêvais sans même oser espérer que ce soit possible. Tu en profiteras pour prendre quelques vacances en étant si loin de chez toi. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être aussi l'occasion pour moi parce que je vais pas juste aller en Californie, je vais aussi me rendre dans le Minnesota pour aller voir ma directrice artistique de Fantasy Flight Games et pour la première fois aller dire bonjour à toutes ces personnes avec qui je travaille depuis des années et que je n'ai jamais rencontrées en vrai. Donc je suis super contente aussi d'aller dans les locaux de Fantasy Flight Games. Qu'est-ce que tu vois dans ton avenir? Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Ça a l'air un peu bizarre de te poser ces questions étant donné que tu as déjà fait tant dans ta carrière, mais est-ce que tu as des objectifs plus loin encore? Je pense que mon objectif, d'une part, c'est que ça continue. J'ai l'impression que ça ne fait que commencer, quelque part. Alors que ça fait des années que ça dure et que, très franchement, je n'ai pas à me plaindre depuis 3-4 ans. C'est génial ce que je vis et tout ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer à évoluer et de voir ce dont je suis capable et de voir jusqu'où ça peut me mener, de continuer à faire autant d'efforts et à fournir autant de travail parce que quand je vois ce à quoi ça m'a mené jusqu'ici, je me dis que c'est la curiosité, voir ce qu'il peut y avoir encore derrière. Je ne sais pas quoi, très sincèrement, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, là, peut-être que je commence à taper un peu dans le plafond, je ne sais pas. Mais après, de manière plus spécifique, alors ça peut sembler un petit peu curieux, il y a une chose, je lance un appel international, j'adorerais être amenée à illustrer pour Robin Hobb. J'adore cet auteur, j'adore l'Assassin Royal et cet univers-là. Et ça, vraiment, c'est un de mes objectifs. J'aimerais beaucoup. Alors là, c'est pareil, on ne peut pas forcer le destin là-dessus. C'est soit un jour un éditeur va décider qu'il a envie de me confier ça ou pas. Mais j'adorerais parce que, tout comme le Trône de Fer ou le Seigneur des Anneaux, c'est une espèce de Graal pour moi. Et j'aimerais, oui. Ça fait partie de mes objectifs maintenant. Voilà. Donc, on répète la nouvelle franchise, pour être certain? Robin Hobb, l'Assassin Royal. Pensez à moi. D'accord. Je vais terminer l'entrevue avec une question un peu hors de l'ordinaire. Si tu pouvais devenir un des personnages que tu as illustrés, lequel aimerais-tu incarner et pourquoi? Eh bien, ce serait, je pense, le personnage de Narset de Magic, parce que vraiment, elle est trop badass. Excellent. Donc, merci Magali d'avoir pris quelques minutes, c'est même plus que quelques minutes de ton temps pour discuter avec nous. C'était très apprécié. Comment les gens peuvent-ils te suivre sur Internet et voir tes œuvres, etc.? On peut me suivre par Facebook, par ma page d'artiste, Magali Villeneuve, et on peut aussi me suivre par Twitter. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de donner ici le pseudo Twitter, mais je pense que, parce qu'il est affreusement compliqué et imprononçable, mais je pense qu'en tapant mon nom, ça doit fonctionner aussi. Voilà, ce sont les deux principaux biais. Et il y a aussi mon site internet, magali-villeneuve.com. Et j'imagine qu'il y a des liens pour aller vers Dernière Terre et tous tes autres projets. Oui, tout ce qu'il faut est centralisé là-bas. Outre le Grand Prix de Magic the Gathering à San Diego, quelles sont tes prochaines apparitions publiques, si tu en as de prévues? Donc il y a le Grand Prix Magic, effectivement. Une semaine plus tard, c'est relativement peu officiel, mais enfin bon, ça peut en intéresser certains. Il y a donc c'est le samedi suivant San Diego, donc je sais pas si c'est je voudrais pas dire de bêtises, le 15 août, peut-être, quelque chose comme ça.
une dédicace à l'Event Center de Fantasy Flight Games à partir de 15h, je crois. Voilà, heure locale. Et ensuite, très très peu de choses. Il y a parce que mon emploi du temps me le permet pas. Je fais une dernière dédicace cette année dans un salon de l'imaginaire français, les Aliénales, dans le nord de la France. Voilà. Parfait. Ben, je vais te souhaiter un bon voyage sur la côte ouest américaine plus tard dans l'été. Et comme disait le chancelier Palpatine à Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme, nous suivrons ta carrière avec le plus grand intérêt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Donc, ceci conclut la 106e édition de Star Wars en direct consacrée à l'artiste Magali Villeneuve. Si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse studio@starwars.direct ou via notre compte Facebook, Twitter et YouTube. Tous ces liens sont disponibles sur notre site web starwars.direct. Je vous rappelle que Star Wars en direct recherche toujours des collaborateurs québécois pour compléter l'équipe, ainsi qu'un réalisateur animateur avec de l'expérience en podcasting pour nous aider à produire des émissions plus régulièrement. Je vous invite à écouter notre plus récente émission Star Wars en direct numéro 105, où nous revenons sur les révélations Star Wars du E3 2015, et restez à l'affût pour Star Wars en direct Rebels numéro 4 qui sera consacré au premier épisode de la saison 2 de la série animée Star Wars Rebels. Je voudrais remercier nos partenaires mintinbox.net, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars et le Réveil des fans. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.